Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Merci à la CST et au CoProd d'avoir pensé à notre société pour cette présentation. Donc, Range Computing, nous sommes une ferme de rendu et je vais vous parler un peu des futurs besoins des studios 3D au niveau des rendus et comment la ferme de rendu va devoir s'adapter. Donc, en ce qui me concerne, je m'appelle Christophe Biquiré, je suis graphiste 3D et je m'occupe de la veille techno au niveau du ranch. Donc, quelques mots sur le ranch. On existe depuis 2006, ça fait 17 ans qu'on fournit des temps de calcul aux artistes 3D. On possède notre propre data center qui est situé dans le 18e à Paris. On a environ 600 serveurs et le support autour de toutes ces machines est assuré par une équipe d'artistes 3D. C'est pour ça qu'on est une extension naturelle des studios 3D, des studios d'effets spéciaux. Au niveau de l'effectif, on a 50% de l'effectif qui est une équipe de développement ou une équipe d'IT, puisque une des grosses difficultés, c'est d'arriver depuis un studio à extraire toutes les datas qui constituent les scènes, les envoyer sur la ferme de rendu et que ça puisse se calculer sans erreur. Donc on a développé pas mal d'outils, des outils qui font des archives des scènes, des outils qui transmettent les scènes avec juste ce qu'il faut, puisque ça aussi, généralement, ça génère beaucoup de data. Donc il faut, au niveau des outils, être assez vigilant, transférer juste ce qu'il faut pour être bien au niveau écho. Après, on a notre propre dispatcher de rendu. Donc un dispatcher de rendu, c'est l'outil qui, sur la ferme, va envoyer les scènes sur les serveurs qui sont disponibles. Et puis on a des outils côté support pour administrer notre ferme. On a plusieurs solutions disponibles. On a une ferme de rendu, donc CPU ou GPU, qui est 100% automatisée, donc accessible directement en ligne. On fait de la location de serveurs, ça c'est pour les plus gros studios qui veulent mettre leurs propres outils sur nos machines. On fait de l'hébergement de serveurs aussi. Donc ça, c'est le cas des studios qui sont en manque un peu d'espace et qui veulent augmenter un peu leur capacité de calcul et ils nous envoient leur serveur ou alors ils veulent récupérer la place qu'avait leur data center. Et au niveau éco, on fait de la revente de serveurs et de cartes GPU qu'on aura reconditionnées. Si les clients viennent chez nous, c'est pour que ça aille évidemment plus vite que chez eux. Donc, il faut des grosses machines. Donc, on change assez souvent nos machines. Derrière, on les reconditionne et on les revend, soit à des clients qui ont besoin de monter une petite ferme de rendu chez eux, soit à des écoles. On essaie de privilégier la revente à des écoles. Notre service est évidemment mondial. On a 75% de notre chiffre d'affaires qui est à l'export. Et voilà, ça c'est notre typologie de clients, les studios VFX, 3D, animation. L'architecture aussi est un gros demandeur de calcul. Les écoles 3D, un peu d'industrie et les freelancers. Au niveau éco, on va dire que c'est quand même la France qui est leader. Quand on fait pas mal de salons sur l'année, quand on rencontre les clients étrangers ou les contacts étrangers, on ne va pas dire que l'éco-production, ça soit leur première question. Ça va être quelle vitesse vous avez, combien de serveurs vous avez, à quel prix. Au niveau français, ça commence de plus en plus à être une question. EcoProd, donc voilà, nous on est fièrement membres depuis cette année. Alors on aurait pu peut-être être un peu avant, mais c'est vraiment cette année où on a décidé de travailler sur ce qui est le plus consommateur chez nous, c'est le data center. Avant, on avait déjà mis en place quelques actions, mais qui sont, on va dire, anecdotiques par rapport à la consommation de data center. C'est l'électricité issue 100% d'énergie renouvelable. Donc ça, c'était pour nous une action importante et qui a un coût, puisque c'est beaucoup plus cher que... Avant, on était en électricité verte, donc nucléaire et gaz. Là, c'est que de l'énergie renouvelable quand c'est disponible, puisque des fois, il n'y a pas assez on consomme trop par rapport à ce qui est disponible. Une flotte de véhicules électriques et on a mis en place une subvention pour les collègues qui veulent venir en vélo électrique. Moi, je connais EcoProd depuis sur un si grand soleil, puisque j'ai travaillé sur un si grand soleil en Dargue. Quand c'est arrivé, la mise en place d'EcoProd, j'étais un peu sceptique, je ne savais pas trop vraiment si c'était creux ou pas.
Et sur Vendague, ça a été très bien mis en place sur la durée, avec beaucoup de pédagogie, beaucoup de douceur. Donc j'ai dit, bah, tiens, quand ça sera possible de le faire au ranch, on le fera. Et cette année, comme depuis, ça fait 1 an qu'on travaille sur la nouvelle ferme de rendu, j'ai dit, bon, ben, on va pouvoir adhérer. On est membre de 2 groupes de travail au sein des CROPOD, donc l'animation. On a participé au guide de l'animation éco-responsable, donc publié pour le MIFA. Et aussi, on est dans le groupe de travail post-prod et VFX. Un petit état des lieux. Alors, au niveau moteur de rendu, donc là, j'en ai listé que quelques-uns. Il y a beaucoup de moteurs de rendu à travers le monde. Et ça se divise en 2 catégories actuellement. Les moteurs de rendu qui sont sur les uniquement processeurs, donc CPU, et les moteurs de rendu GPU. Au niveau de notre ferme, ça veut dire qu'on a 2 fermes dans notre data center. On a une ferme qui ne fonctionne qu'avec, où il n'y a que des serveurs CPU, et une autre ferme que des serveurs GPU. Au niveau du refroidissement, actuellement, notre data center, c'est un refroidissement classique, et c'est là où on a le plus gros levier, c'est-à-dire une climatisation, hein. Donc air cooling avec une allée froide. Et ça, c'est là où on va pouvoir faire beaucoup de gains au niveau écologie. Quelles sont les nouveautés techniques qui vont nous faire modifier notre ferme de rendu? Alors on a des nouveaux moteurs de rendu qui arrivent, qui sont dits XPU, donc ils vont calculer à la fois CPU et GPU. On a les moteurs de rendu temps réel qui sont de plus en plus utilisés dans les studios d'anime. Il y avait il y a 2 ans au Radiraf une table ronde autour de ça. Et c'est vrai que ça commence à monter de manière assez importante. Et puis, comme dans tous les secteurs, la montée en puissance de l'IA. Alors pour l'instant, c'est uniquement du côté technique. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça, c'est le denoiser de Disney Pixar. Donc à droite, on a l'image non dénoisée, à gauche, l'image dénoisée qui est sur l'IA. Et ça, l'IA, c'est beaucoup du GPU. Pour l'instant, c'est que du côté technique. Mais je pense que dans les années futures, il y aura aussi une partie, alors pas vraiment création, mais par exemple, il y a quelque chose qui coûte très cher à rendre, c'est tout ce qui est végétation. On pourra demander à l'IA de venir créer de la végétation sur certaines zones sans avoir besoin de la calculer. Donc on va avoir besoin de GPU pour faire ces tâches-là. Au niveau des studios, comme je disais, en France, il y a une prise de conscience de tous les acteurs de la filière, notamment grâce à des démarches engagées de certains studios, dont la plupart sont EcoProd, mais qu'on retrouve souvent au Radiraf ou dans au CityWire, qui fait aussi des petites rencontres comme ça entre graphistes. Donc on les voit, ils sont très présents. Il y a bien sûr le travail de sensibilisation et d'éducation d'EcoProd aussi, présent donc dans les salons. Et puis comme l'a présenté Pervenche au début, avec tout ce qui est guide et petites fiches qui aident à faire la bascule. Et puis l'incitation du CNC pour le bilan carbone et présenter donc des productions qui soient le moins coûteuses en carbone. On a aussi, je rebondis sur la sobriété de tout à l'heure et l'illibité. C'est vrai que dans certains studios aussi, quand on a accès à une ferme de rendu, parfois on voit des settings qui sont poussés un peu à l'extrême. Donc il y a aussi un gros travail à faire au niveau des studios de sensibilisation, on va dire, sur les personnes qui gèrent les rendus, pour dire c'est pas parce que vous avez accès à une ferme de rendu qu'il faut sampler vos rendus. Donc là, on le voit passer. Les équipes de support, de temps en temps, disent à certains utilisateurs, attention, là, vous avez des taux de sampling qui sont un peu importants, c'est pas la peine d'aller aussi haut. Donc sur notre ferme de rendu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir des serveurs qui soient uniquement CPU ou GPU, on va devoir monter des serveurs à la fois gros processeurs et grosses cartes graphiques. Ça veut dire aussi qu'on va devoir pousser un petit peu plus loin la virtualisation avec quelque chose qui s'adapte à la volée en fonction des moteurs de rendu.
il n'y a pas une scalabilité des performances des moteurs de rendu, c'est-à-dire que quand j'ai un moteur qui calcule sur une carte graphique, et je fais mettre 2 cartes graphiques, il ne va pas le calculer 2 fois plus vite. Pas forcément, ça dépend des moteurs de rendu. Donc là, on a un gros travail qu'on fait depuis de nombreuses années d'évaluation un peu des performances de scalabilité des moteurs de rendu, et la virtualisation de matière automatique va nous permettre d'adapter notre ferme en fonction du moteur de rendu. Et puis, c'est là où on a pour nous le plus gros levier, c'est l'adaptation du système de refroidissement avec une revalorisation de la chaleur fatale. Donc la chaleur dégagée par les serveurs. Au niveau des serveurs, je vous ai mis une configuration type qu'on vise. C'est pas celle encore. On a quelques machines comme ça, mais qui sont en test. Donc c'est actuellement les plus performants, c'est de l'AMD. Avec les dernières générations d'AMD, c'est du Bergamo. Donc 2 processeurs par serveur, 1 Tera de RAM pour pouvoir faire de la virtualisation, 8 Tera de mémoire de NVMe et 8 cartes graphiques. Donc à partir de ça, ça nous permet d'avoir suffisamment de souplesse pour pouvoir diviser les machines et les adapter au mieux en fonction des moteurs de rendu qu'on va utiliser. Sur ces machines, le refroidissement en air cooling va être très difficile ou voire impossible parce que ça dégage beaucoup trop de chaleur. Alors là, je vous ai mis une des solutions possibles. C'est la plus, pour ceux qui ne connaissent pas trop les data centers, c'est la plus amusante, on va dire. C'est l'immersion. Donc on prend les serveurs et on les met dans l'huile. Donc ça a un avantage, c'est que ça permet de réduire de 95% le coût électrique lié au refroidissement par rapport à ce qui est air cooling. On peut mettre beaucoup plus de serveurs au mètre carré parce que ça absorbe tellement la chaleur que c'est beaucoup plus dense. Et on peut venir le coupler à un échangeur thermique pour après aller réchauffer de l'eau et venir donc valoriser la chaleur dégagée par les serveurs. Alors évidemment, il faut faire des bidouilles sur les serveurs pour les rendre immergeables, enlever les ventilateurs, modifier le BIOS, adapter un peu l'alimentation. Mais bon, c'est des choses qui peuvent se faire. Il y a d'autres possibilités. Nous, actuellement, des tests sur des serveurs en immersion. Ce n'est pas forcément là qu'on va aller, mais pour l'instant, ils sont en test. Voilà, nos ambitions donc pour 2024-2025, c'est déployer un data center de calcul de très haute densité. Ça, c'est ce que demande aussi la filière, hein. Beaucoup de puissance. Valorisation de la chaleur fatale. Ça, c'est un peu aussi obligatoire, on va dire. Enfin, c'est là où on veut aller. Réduire l'emprise au sol, parce que grâce à des bacs comme ça ou d'autres systèmes de refroidissement, on peut mettre beaucoup plus de serveurs par mètre carré. Donc ça va réduire l'impact aussi carbone de construction d'un data center. Et puis adapter le hardware à la volée pour répondre au mieux aux besoins des moteurs de rendu. Voilà, merci.